Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Je suis Stéphane. Pose-toi avec nous et écoute ce qu'on t'a préparé. Banh Mi, c'est le podcast qui explore le mélange des cultures occidentales et asiatiques. Banh Mi Podcast se déguste sur le pouce, entre amis ou en famille, à toute heure de la journée, pour partager un bon moment et échanger sur des parcours de vie inspirants liés à l'Asie. Banh Mi est un podcast créé et réalisé par Linda Nguyen et je vous retrouve tous les jeudis pour un nouvel épisode. Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Banh Mi Podcast. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Sao-Nélé. Salut Stéphane, comment tu vas ? Ça va bien, et toi ? Ça va très bien. Merci Stéphane de m'accueillir chez toi, à l'Estac. C'est au nord de Marseille. C'est au nord de Marseille, oui. Ouais. Moi, je ne connais pas Marseille, donc je découvre. Je suis descendue sur Marseille et moi, Stéphane, je ne te connaissais pas. Et c'est Mike Nguyen qui habite aussi sur Marseille, qui m'a présenté à toi. Et Mike, que j'avais reçu dans un premier projet de podcast que j'avais créé et réalisé, et qui m'a parlé de toi comme étant son parrain du cinéma. Stéphane, toi, tu es acteur, réalisateur. Tu es basé à Marseille et tu as notamment joué dans Le baiser mortel du dragon. Tu as été danseur, mannequin et aujourd'hui tu es auteur, scénariste, réalisateur et formateur au sein de l'association Transverse Art. Tu viens de réaliser un film court-métrage que tu as appelé Swan, un court-métrage qui raconte Fung, hôtelière de 40 ans à Marseille, qui est visitée par Swan, son fils inconnu en quête de vérité. Et tu te demandes si Fung est prête à affronter cette partie de son passé qu'elle a tant essayé de nier. Un court-métrage sensible, à fleur de peau, juste et sincère. Et le court-métrage peut d'ailleurs être visionné sur YouTube. Il est sorti en 2020. Et aussi un film documentaire, Tu es toutes les femmes. Un documentaire où tu rencontres 6 femmes de pays différents qui parlent de la condition féminine dans leur pays d'origine. La France, la Côte d'Ivoire, la Chine, l'Inde, la Tunisie et l'Érythrée. Alors, est-ce que Stéphane, tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore et nous partager un peu ton parcours ? D'accord. Donc, je m'appelle Stéphane Sao-Nélé. Et maintenant, j'habite à Marseille. J'ai longtemps vécu à Paris. Donc, je suis né en région parisienne, à Villemomble exactement. Et donc, j'ai fait des études au départ scientifiques. Et les arts étaient très loin de moi. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Au départ, je voulais faire psychologue. Du coup, j'ai commencé à faire de la psychologie et j'étais à Paris 8. J'avais la possibilité de faire d'autres cursus. Il y avait un cursus cinéma. Et dans ce cursus cinéma, donc, je me suis dit, tiens, allons voir ce qui se passe. À l'époque, j'étais hyper timide, en fait. Bon, j'ai oublié d'abord que je faisais de la danse. Donc, j'ai fait de la danse classique, en fait. Et j'étais plus ou moins à l'aise avec mon corps, pas du tout avec les mots. Et en faisant ces études de cinéma, donc je me suis aussi retrouvé à me dire, je vais faire des films un jour, mais pour faire des films, il faut apprendre à parler l'acteur. Il faut savoir ce que c'est qu'être un acteur. Donc j'ai commencé à prendre des cours, qui étaient tenus par une femme qui s'appelait Florence Azio, qui était une femme vraiment passionnante, qui me proposait de traverser à peu près tous les registres. Et les registres qui m'intéressaient le plus, en fait, c'était la tragédie. Pourquoi la tragédie ? Il y a quelque chose de fort à défendre, en fait. J'aime bien défendre des choses fortes, des choses qui engagent, en fait. J'ai envie de dire, et au théâtre, au cinéma, mais aussi dans la vie. J'ai besoin de m'impliquer dans les choses. Et pourquoi tu étais intéressée et sensible au monde de l'art ? Parce que toi, au début, tu faisais de la psychologie, c'est ça ? Qu'est-ce qui a fait que ça résonnait en toi à ce moment-là ? En fait, à vrai dire, c'était une espèce de chose qui était un peu secrète. Je me rappelle très bien, il y a longtemps, j'étais au collège. Et j'adorais chanter. Donc,
À l'époque, en cours de musique, je m'éclatais. Je montais sur les tables et je dansais et je chantais. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'était alors que j'étais plutôt assez timide, mais à ce moment-là, c'était un moment très particulier que j'adorais. Ok. Et Et t'étais comme ça à l'école et aussi à la maison? Ou que à l'école tu te lâchais ah non, à la maison, j'étais une espèce de troublion permanent. J'étais tout le temps comme ça. J'ai eu la chance d'avoir des parents, on va dire, qui me laissaient complètement vivre, qui me laissaient une sorte de liberté comme ça. J'avais lu quelque chose de Bourdieu à l'époque, qui disait que en fait, la petite bourgeoisie investissait beaucoup d'argent pour l'éducation de leurs enfants. Et je crois que j'ai bénéficié de ça, en fait. J'ai bénéficié du fait que mes parents... pour parler un peu de mes parents, mon père, il est donc moitié français et chinois-vietnamien. Ma mère est philippine, vietnamienne, espagnole. D'accord. Je pense qu'ils ont manqué, en fait, beaucoup, parce qu'ils étaient issus de grandes familles. Ils étaient 9 et 6. Nous, on n'était que 2. Et je pense qu'ils voulaient absolument qu'on soit bien dans la vie. Et ils avaient envie, de nous laisser libres. Ok. Et d'expérimenter. Quelle chance. Oui. Tu n'avais pas de pression familiale, quelle qu'elle soit, par rapport à tes activités, par rapport au fait d'être artiste et te lancer en fait en tant qu'acteur, danseur, etc. En fait, ça, je l'ai fait complètement en dépit d'eux. Ils n'avaient même pas de mots à dire là-dessus, pour être honnête. Bien sûr, ils auraient préféré que je sois psychologue, que j'ai un espèce de travail fixe et stable. Or, je n'ai pas du tout pris ce chemin. Je n'ai pas pris ce chemin parce que je ne m'y retrouvais pas. Et peut-être que je sentais déjà à l'intérieur de moi quelque chose qui brûlait de dire des choses et qui était peut-être trop sensible. L'endroit où je me suis trouvé le mieux, c'était le monde des arts. Et ce monde des arts, ça m'a poussé à faire des recherches, des rencontres, et ça a éveillé plein de désirs. Quel genre de recherche ? Déjà, la première chose, c'est qu'en fait, en étant artiste, finalement, on est un peu anthropologue des mondes. Puis tu avais aussi ce bagage d'études en psychologie, te poussait aussi à approfondir ces recherches, peut-être ? Ces études de psychologie, en fait, elles sont arrivées parce que les êtres humains m'intéressaient. Donc déjà, je voulais savoir ce qui nous animait, ce qui nous agitait à l'intérieur. À partir de là, effectivement, le fait de rencontrer l'autre et d'aller rechercher, c'était quelque chose qui m'a pris, qui m'a habité complètement. Mais ça m'habitait surtout chez les autres. Quand tout d'un coup, on se retrouve soit l'objet, le sujet de nos propres expériences, c'est-à-dire le monde, le parcours de comédien, c'était autre chose. C'était vraiment une autre histoire et en même temps complètement passionnant, effectivement, parce que tout d'un coup, en fait, en jouant, on découvre des parties presque cachées, invisibles, encore inexplorées. J'adore explorer, j'ai adoré rencontrer les autres qui sont en nous et cette partie aussi complètement inconsciente qui nous relie en fait aux autres et peut-être même à nos ancêtres. Une espèce d'énergie peut-être ? Une énergie et puis pas seulement une énergie, comme si on était habité par plein de gens en fait, plein de monde. Et j'adore voir ça aussi chez les autres. Toutes ces parties-là, en fait, on va dire, il y a la première partie, celle qui est notre physique. L'enveloppe. Et puis, il y a tout ce qui est à l'intérieur qui est à explorer, qui est à chercher, qui est à trouver. Et le monde des arts, en fait, ça, c'est exactement à cet endroit-là que ça se situe, dans cette espèce d'exploration de tous ces mondes qui sont autour de nous, mais qui sont à l'intérieur de nous. Ok, c'est beau, merci Stéphane. Alors, Banh Mi, c'est le podcast qui va à la rencontre de personnes inspirantes qui sont liées à l'Asie. Toi, dans quelle mesure tu es rattaché à l'Asie ? Déjà, pour commencer par mes origines, ce qui a été très important pour moi, c'est en 1995, il y a le Vietnam qui s'est réouvert. Et donc mes parents sont tous les deux nés là-bas.
Le Vietnam, pour eux, c'était leur pays d'origine, enfin le pays où ils sont nés, même s'ils ont des origines diverses. Mais du fait de l'histoire, le fait, eux, ils sont partis dans les années 50 du Vietnam, juste après la fin des colonies françaises. Il y a eu les années 75, la guerre du Vietnam, et c'était devenu une espèce de douleur taboue dont on ne parlait pas. La douleur d'avoir quitté ce pays, mais la douleur aussi d'y avoir laissé leur famille. Et ils en parlaient très très peu, en fait, ils en parlaient même quasiment pas. Mais pourquoi ils ont décidé de quitter leur famille pour aller en France, en fait? Ma mère, elle est venue en fait par bateau, mon père est venu par avion. J'en parle parce que c'est un des sujets d'un roman que je suis en train de commencer. D'accord. Qui s'appelle Entre les airs et entre les mers. Donc en fait, ma mère, elle est venue, donc c'est pas du tout une boîte people, puisque c'est les années 50, c'est exactement 56. Elle a suivi sa famille, son père et tout ça. Et mon père, lui, qui était en fait eurasien, avait déjà été mis à l'orphelinat par sa mère, parce qu'à la fin de l'occupation française, comme son mari était français, qu'il était décédé, elle ne pouvait pas les élever. Et lui, il est venu par avion. À l'époque, il s'était engagé dans l'armée française. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand il arrive en France, il parlait de retourner dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il parlait du retour alors qu'en fait, il ne connaissait pas la France. Moi, ce qui m'attache au Vietnam, effectivement, donc, c'est l'histoire de mes parents. Et entre autres, tout à l'heure, on parlait d'exploration. Mais les premiers voyages, ça a été vers l'Asie. D'abord, tout autour, parce que le Vietnam faisait encore peur, justement, par cette espèce de tabou comme ça, qui était peut-être trop douloureux. Je suis parti d'abord en Indonésie, en Thaïlande, et puis en 95, me voilà au Vietnam. C'était ta première fois au Vietnam ? Je suis parti seul. Au départ, voilà, je voulais voir donc ce que c'était que ce pays et ses racines, ce fameux sentiment des racines, en fait. Déjà, est-ce que ça existe ? Est-ce que ça n'existe pas ? Et je raconte une petite anecdote, mais en fait, je suis parti avec un espèce de parka qu'on m'avait donné, jaune, très voyant comme ça. Je suis arrivé donc au Vietnam, et sur ce parka, c'était marqué « Trouvé ». Je ne l'avais pas vu. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un coup, je m'étais trouvé. C'est drôle, le signe, quoi. Complètement. Je m'étais trouvé. C'était enfin toute cette partie qui me représentait, en fait, elle était devenue complète. J'étais enfin une personne traversée par ces deux choses, l'Occident et l'Orient. Et enfin, je pouvais être en paix avec ça. Au début, c'était un petit voyage qui devait durer 1 mois, ça durait 6 mois. Et en fait, j'ai travaillé en orphelinat, l'orphelinat de Marina Picasso, qui est à Thu Duc, donc à 12 km de Saigon. Et là, j'ai proposé mes services. Je me suis dit, je peux pas être au Vietnam juste comme un petit touriste. Ouais. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Et là, je parlais très mal vietnamien, je le parle toujours très mal. Je me suis dit, en échange de prendre des cours de vietnamien, je vais leur donner des cours de français et d'anglais. Okay. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à donner des cours là-bas. Je suis resté là avec eux, donc 6 mois. C'était vraiment très important. Pour une première expérience dans le pays de ses racines, c'est assez fort quand même de rester. Enfin, tu avais prévu de rester 1 mois, tu es resté 6 mois, tu as donné des cours là-bas. Enfin, ouais, c'est assez marquant. Tu as commencé à être acteur quand tu as suivi des cours de théâtre, c'est ça ? Ça fait combien de temps que tu es acteur, Stéphane ? Donc, j'ai commencé à 25, ça fait 30 ans. 30 ans. Est-ce que c'est compliqué d'être acteur quand tu es asiatique en France ? Évidemment, c'est compliqué. Évidemment, dans le sens, on fait partie de ces minorités dites visibles comme ça, mais invisibilisées. Du coup, être acteur en France, c'est accepter, lorsque on a envie de travailler, un peu des rôles très stéréotypés. En tout cas, c'était comme ça à mon époque. Je pense que c'est en train de changer, enfin je l'espère. C'est compliqué parce qu'on est obligé d'accepter, en fait, pour manger, pour être vu et pour pouvoir exister, des rôles tels que dealer, tels que
faisons partie de la triade, Shanghai Triade, voilà, tout. Très cliché, quoi. Que des clichés. Et le problème, c'est que d'un côté, t'as pas envie de le faire parce que tu te dis c'est ridicule, mais d'un autre côté, tu veux quand même manger et donc du coup, tu le fais. Enfin, c'est quoi t'as un peu le cul entre deux chaises dans ce genre de casting. Alors, en fait, quand j'étais acteur, j'ai eu la chance d'être aussi assistant en doublage. Ok. Du coup, ça me permettait déjà de manger et d'être un petit peu libre là-dessus. D'accord. Ceci dit, ben voilà, j'avais décidé d'être acteur, donc d'être vu, d'accepter ça. Ouais. Et accepter ça, c'était aussi accepter des rôles qui n'ont aucun intérêt. Enfin, je pense que j'ai fait à peu près toutes les séries françaises de l'époque. Cordier, juge et flic, Julie Lescaut. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, on proposait des rôles de méchants, en fait, en gros. Alors, les rôles de méchants, c'est très sympa à faire, en réalité. Mais attends, mais l'asiatique est vu comme un rôle de méchant en France? Enfin, en tout cas, à cette époque-là? Ouais, méchant ou restaurateur. Ok. Tu vois? ou alors... Ou un méchant restaurateur. Ou un méchant restaurateur, ou un reseller, ou... tu vois, ça n'a pas d'autre existence que ça. Ok. D'être une espèce d'embroglio, de clichés qui sont insupportables, en fait. Donc, je me suis éloigné de ça, en fait. Et puis, bon, la plupart du temps, lorsqu'on passe des auditions ou des castings, comme ils appellent, et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on me demande, mais si je peux prendre le petit accent. Et ça, je me dis, c'est pas possible, quoi. On voit encore en 2021 des castings où on doit faire l'accent, entre guillemets, chinois. On en est encore là. Ok. On est encore à... voilà. Pour vendre ta soupe, il faut que tu vendes des nouilles. C'est pas encore ancré dans le cinéma français qu'il y a des Asiatiques qui parlent français sans accent? Je sais pas. On dirait que non. Ok. On dirait que non. On dirait qu'on en est encore là. Mais tu trouves quand même que les choses changent petit à petit? Toi qui as 30 ans de carrière? Oui et non. J'ai envie de dire, déjà, il n'y a pas tant de rôles qui sont proposés, en réalité, d'une. Justement, on parlait du fait d'être mentor de Mike. J'espérais que sa génération, ça n'ait enfin changé. C'est peut-être en train de changer. Je pense que ce qui est vraiment en train de changer, il y a un jeune acteur, là, qu'on voit beaucoup, qui s'appelle Yu Ming-hei. Je ne sais pas si tu connais. Lui, il s'appelle Gender Fluid. Je parle de ça parce que ce qui est en train de changer, c'est effectivement la représentation des LGBTQI inclusive et tout ce qui s'ensuit. De personnes complètement androgynes et il s'appelle Gender Fluid, comme il dit. Il est excellent, hein, vraiment. Il joue Mowgli dans la pièce de Wilson. Puis dans une série Osmosis, où il fait une espèce de créature comme ça. Et c'est un acteur qui est ni homme ni femme. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer par le genre. Ouais. Mais pas en train de changer par les origines. Mais peut-être que la transformation, l'évolution et le changement par le genre peut pousser aussi le changement par les origines. Enfin, lui, il est des deux, en fait, par le genre et par les origines. Donc peut-être que au fur et à mesure, ça va se normaliser. On espère. On espère, justement, pour arriver peut-être à ma partie d'intervenant artistique. Donc j'ai monté une association qui s'appelle Transversar et je travaille en particulier avec des gens qui sont invisibilisés, des gens qu'on voit peu, des gens qu'on voit pas. Donc j'ai travaillé d'abord avec des gitans, des roms. J'ai travaillé aussi avec des réfugiés. J'ai fait des longues parties avec des réfugiés. Non seulement je leur apprends à jouer, enfin j'essaye, et à réaliser leurs propres films pour qu'ils aient leurs propres paroles. Ok, c'est génial. Et c'est en fait une asso qui est avec et pour les publics éloignés de l'offre culturelle, c'est ça? Oui, alors ça c'est vraiment... c'est une espèce d'appellation comme ça, qui est une appellation aussi dans laquelle il y a aujourd'hui un petit peu d'argent. Oui. Donc c'est un peu reconnu quand même, enfin. Et l'idée, c'est effectivement de donner la parole à ces gens. Et moi, l'idée, c'est qu'ils s'accaparent les outils de l'audiovisuel et du jeu pour pouvoir dire je suis, j'ai quelque chose à dire, j'ai envie qu'on arrête de parler pour moi. Parce qu'effectivement, dans le mass média, on parle pour eux
moi-même, j'ai souffert de ça. Tu as envie de représenter tous les Les invisibilisés. Les invisibilisés. C'est ça. Ouais. Oui, tout à fait. Donc je travaille avec des jeunes qui sont dits des quartiers et qui sont d'origine très diverses, non seulement d'origine, de genre divers aussi, parce que j'ai travaillé aussi sur la transsexualité, et aussi, alors ceux qui sont encore plus invisibilisés que tous, depuis un certain temps je travaille en EHPAD, les personnes dépendantes et les personnes âgées qui n'existent pas. Je veux dire, on ne s'intéresse pas à eux en fait. Qu'est-ce que ça leur apporte, ce que ton intervention en fait via l'association dans les EHPAD par exemple? Ça leur apporte de pouvoir dire je suis un être humain et j'ai une histoire. Ça leur apporte un moment d'échange et surtout une façon d'exister et une raison d'exister. Alors quand je dis raison d'exister, j'essaie de mesurer mes mots, mais je m'aperçois qu'en fait, quand je suis avec eux, j'ai rendez-vous. Et à chaque fois, les rendez-vous, ils les honorent. Et à chaque fois, ils me donnent en fait des choses très précieuses de leur vécu. Alors on dit en Afrique effectivement qu'une personne âgée c'est une espèce de bibliothèque. Finalement, c'est au fur et à mesure qu'on arrive à rentrer dans qui ils sont, dans leur intime, dans leur histoire. Ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, ils s'amusent à se raconter. Et de toute façon, à partir du moment où on se raconte, c'est une sorte d'autofiction en fait. Donc en fait, ils mettent en scène leurs histoires et ils se mettent en scène et ils adorent ça en fait. Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire avec eux? Donc, du coup, de la mise en scène où ils sont les acteurs d'eux-mêmes, peut-être? J'ai monté un projet de culture et santé, parce qu'aujourd'hui, on peut monter des projets transversaux. Ouais. Donc, c'est une association entre l'ARS, Agence régionale de la santé, la direction régionale des affaires des cultures et la région. C'est un projet qui s'appelle Une bouteille jetée à la mer, qui correspond tellement à qui ils sont, en fait, eux, isolés comme ça, sur une espèce d'île où personne ne vient jamais les voir. Okay. L'idée, c'est qu'ils envoient des messages au monde et ils espèrent toujours que quelqu'un va les entendre et trouver cette bouteille à la mer. L'idée de monter un spectacle théâtral, mais aussi cinématographique, avec des portraits. Et ils appellent pour que tout d'un coup... on les regarde et qu'on leur dise mais on est là. Et ils disent on a besoin des autres. Et justement dans les EHPAD, surtout en ce moment avec la crise, ouais. La fameuse crise de la Covid, ils sont plus isolés que jamais. C'est là à côté, ils sont dans un lieu très clos et ils souffrent forcément de ça. Et donc effectivement, quand on a rendez-vous, ils sont tellement contents de pouvoir libérer tout ça. Et ils sont tellement contents de lire leurs textes, tellement contents. Ouais, c'est un peu comme un sas de décompression où ils lâchent prise un petit peu, où ils se sentent libres avec toi dans cet atelier parce qu'on s'intéresse à eux et qu'eux peuvent aussi s'exprimer. Oui, tout à fait. Quand on filme, c'est aussi une petite partie d'éternité. Et c'est vrai que la différence entre le théâtre et le cinéma, il est vraiment là. C'est qu'avec le cinéma, on peut laisser trace. On peut laisser trace du fait de son corps, du fait de son histoire et tout. Et eux, ils sont très contents de ça, en fait. De laisser une empreinte. De laisser une empreinte. Parce que le seul rapport qu'ils ont avec le monde, finalement, et encore, c'est tout à fait nouveau, mais grâce aux tablettes, maintenant, ils peuvent rentrer sur WhatsApp et rencontrer leur famille. Oui. Il y en a très peu, en fait, qui sont même en contact encore avec leur famille. C'est comme si même leur famille, à partir du moment où on les mettait là, il y avait des gens qui allaient pouvoir s'occuper d'eux. Mais en fait, il n'y a rien qui remplacera le lien familial, il n'y a rien qui remplacera l'amour filial. Tout d'un coup, je deviens soit leur fils, soit leur confident, soit leur ami. Et je vois bien que, en fait, quand je suis avec eux, ils ont envie de danser, ils ont envie de parler, ils ont envie de chanter. Ils ont envie de se raconter, ils ont envie d'écrire et de se projeter. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir ce genre d'atelier dans tous les EHPAD? C'est vraiment l'idée. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de faire, de mettre en place ces ateliers dans les structures d'EHPAD? Oui, je pense que c'est possible. Et je pense que la place de l'artiste là est importante parce que tout d'un coup, c'est la part de la recherche du sensible. Et c'est par là qu'on peut arriver à dire des choses et permettre des choses.
Il y en a qui perdent la mémoire. J'ai commencé d'abord par un projet qui s'appelle Avant que tout ne s'efface. C'était permettre qu'on se rappelle d'eux, permettre qu'on ne les oublie pas. Et ils voulaient absolument témoigner de ça. Témoigner de ce qu'ils ont vécu, de qui ils sont, de ce qui les traverse. Et ce qu'on ne soupçonne pas, et qui est vachement important, ce sont des personnes encore désirantes. Désirantes de tout. Sauf que comme on les oublie, ben, des fois ils s'oublient même. Et ça, c'est compliqué. Ils se déshumanisent eux-mêmes Oui. par l'oubli des autres. Voilà, c'est comme s'il n'y avait plus personne pour les voir, plus personne pour les toucher. Et ben voilà, ce que j'essaie de faire avec ça, c'est de les toucher et qui nous touchent. Et j'ai envie de dire, moi, toute ma recherche, elle est là. Elle est dans toucher l'autre et être touché. Ça va être documenté donc du coup par un film, c'est ça ? Enfin, quand est-ce que tu as prévu de le sortir ? Alors ça, malheureusement... Tu sais pas ? Non. T'es encore dedans, en plein process. En plein process. Merci Stéphane pour ce beau moment de partage sur ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler du dernier court-métrage que tu as réalisé qui s'appelle Swan ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire ? En fait, Swan, c'est l'histoire effectivement d'un jeune homme qui va essayer de retrouver sa mère biologique. Et c'est très inspiré en fait d'une rencontre que j'ai faite. J'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Dominique Perroni, qui se destinait à être auteur et qui écrivait des poèmes qu'on entend. Il y a un poème qui s'appelle La mer voluptueuse qu'on entend tout le long du court-métrage. Et ce jeune homme a disparu en mer. Donc, moi, je me suis retrouvé avec un ami perdu, disparu. Et cette disparition-là, le fait de perdu en mer, je ne sais pas si les auditeurs le savent, mais quand on est disparu en fait pendant 5 ans, on n'est pas déclaré mort. Et je me suis dit non, mais c'est pas possible. C'est pas possible cette réalité qui est vraiment très difficile, parce qu'en réalité, quand quelqu'un disparaît en mer, on espère toujours que cette personne revienne. Donc quelque part, moi je l'ai attendu très longtemps, cet ami. Et le fait d'être à la fois réalisateur, intervenant artistique et asiatique. Dominique, il était moitié marocain, moitié tunisien. Mais je me suis dit, dans mon atelier, là, il y a un jeune homme qui est eurasien, magnifique, Mathias Michaud. L'acteur, du coup. Ouais, le jeune acteur. Je me suis dit, il faut absolument que je lui donne le premier rôle. Et il fallait que je lui trouve sa mère. Donc, en fait, j'ai cherché dans les comédiennes que je connaissais. Et Milan Marangon, en fait, qui est vietnamienne d'origine, je lui ai dit, est-ce que tu veux faire ce rôle ? On l'a répété pendant 6 mois, quelque chose comme ça. On l'a écrit, j'ai écrit sur mesure avec eux. On s'est retrouvés à le faire à Marseille. Et... Bon, moi, je suis absolument pas objectif. J'aime beaucoup ce film. C'est un très beau film. Je l'ai regardé ce matin, du coup. Je l'ai regardé ce matin. Il est très sensible, très juste, très sincère. Et assez poétique, en fait. Et tu le soulignes, il y a un poème qui est un peu le fil rouge du court-métrage. Donc j'invite les auditeurs et auditrices à aller voir le court-métrage qui s'appelle Swan, qui est disponible sur YouTube. Je le mettrai en référence dans la description de l'épisode. Alors Stéphane, tu as aussi réalisé le film documentaire « Tu es toutes les femmes ». C'est un documentaire où tu rencontres 6 femmes de pays différents qui parlent de la condition féminine dans leur pays d'origine. Donc il y a la France, la Côte d'Ivoire, la Chine, l'Inde, la Tunisie et l'Érythrée. Il y a un passage, un extrait où tu rencontres Xin Xingchang. Donc, elle vient de Chine et elle présente en fait la condition des femmes chinoises en Chine, et elle parle notamment de sa famille et de sa maman. Et c'est assez fort parce qu'en fait, elle raconte l'histoire de sa mère dans les années 20 qui, à l'âge de 8-9 ans, doit faire le rituel des petits pieds. Et son grand-père, donc le grand-père de Xing Xing, disait « Si tu n'as pas de petits pieds, tu ne trouveras pas de mari ». Et donc du coup, il y avait un tissu
qui entourait les pieds, qui serre les pieds et que l'on coud et on met une pierre sur les pieds lorsqu'elle va dormir pour qu'elle ne sente pas la douleur et aussi pour qu'elle n'enlève pas le tissu. Et elle dit dans ce témoignage qu'à l'époque, il y avait l'équipe de Mao qui interdisait, qui commençait à interdire le rituel des petits pieds. Et le grand-père avait caché donc sa maman dans le foin, dans la grange de la maison, pour ne pas montrer que sa fille avait les pieds enroulés de tissu. Et l'équipe de Mao a donc sauvé la mère de Sing Sing. Ils ont coupé le tissu et ont libéré ses pieds. Donc c'est un témoignage qui est très généreux, qui est très intime. Et elle parle donc du coup de cette tradition féodalisme où les femmes ont une condition qui sont très basses dans la société. Elles sont considérées dans les familles chinoises comme difficiles à élever. Tout est décidé par le père, pour l'argent, pour trouver une famille riche. Et elle parle notamment des suicides des femmes chinoises, car elles ne veulent pas se plier aux règles des parents. Donc moi j'ai trouvé ça assez fort comme témoignage et en plus elle explique vachement bien pourquoi déjà tu as fait ce documentaire, comment tu as rencontré ces femmes et comment elles se sont ouvertes à toi dans leurs témoignages. C'est un documentaire qui date de 2005, Oui. mais qu'on peut visionner sur Vimeo. Je Oui. pourrais mettre la référence aussi pour les auditeurs et auditrices. Alors, comment arrive cette histoire de « tu es » verbe être toutes les femmes? J'ai fait exprès de ce jeu de mots parce qu'effectivement, on peut entendre haïr aussi dans cette histoire. Déjà parce qu'en fait, à l'époque, donc 2005, mais ça n'a pas tellement changé avec tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, avec MeToo et tout. On s'aperçoit bien effectivement que la condition des femmes est toujours une chose à gagner. Tout simplement, on parle d'égalité, on parle de tout ça. Même en Occident, on s'aperçoit finalement que 51% de la population mondiale est féminine et elles ne sont pas respectées. C'est en fait une majorité qui est considérée comme une minorité, qui n'a pas de parole, qui n'a pas de discours, qui n'a pas la même condition que les hommes. Comment tu as été sensibilisée à ça? Est-ce que c'est par rapport à ta maman? Est-ce que c'est par rapport à des rencontres que tu as faites dans ta vie? Parce que l'égalité était déjà dans la maison. C'est-à-dire, en fait, mon père a toujours considéré ma mère comme son égale, à tout point de vue. Je veux dire, ça a toujours été quelqu'un... il a toujours respecté ma mère depuis toujours. Elle a toujours eu la parole, elle a toujours eu le droit de tout, en fait. Et je me suis aperçu, donc, quand j'étais gamin, déjà en France, que finalement, déjà, ça n'existait pas. Dans le foyer des autres familles où j'allais, les femmes étaient toujours mises de côté, toujours un peu inférieures, même dans les familles françaises. Chemin faisant, etc., des années après, je me suis dit, mais non, mais ça n'existe toujours pas, on n'y est toujours pas. Après avoir fait Bang Nha, mon film expérimental sur le Vietnam, en fait, il y a un producteur qui m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je me suis dit, je veux partir en Inde, là, donc est-ce que tu peux me passer une caméra, de quoi filmer et tout? Et je me suis retrouvé en Inde, sur le Gange, magnifique, avec toutes ces femmes, ces couleurs incroyables et tout. Et là, je me suis dit, et là, est-ce que l'égalité existe? Et donc, je suis revenu en France avec toutes ces images de rituels, tout ça. Et j'ai rencontré donc d'abord Rukmini Chatterjee, qui est une femme brahmane. Donc, brahmane, c'est les hautes castes. Je l'ai rencontrée donc en France, parce que je l'avais rencontrée en doublage à l'époque. Et je lui ai dit, tiens, est-ce que tu serais d'accord pour me parler de la condition des femmes en Inde? Ok. Du coup, voilà, ça a commencé à se tisser comme ça. Donc c'est elle qu'on voit dans le documentaire? Oui, Rukmini Chatterjee, qui est danseuse et chorégraphe. Elle m'a dit, d'accord. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'explorer ça dans plusieurs pays. Et à chaque fois, en fait, les femmes que j'ai rencontrées, je les ai rencontrées soit sur des plateaux de tournage, soit au théâtre et tout. Elles se confient librement à toi, quoi. Elles n'ont aucune retenue dans leur témoignage. C'est assez généreux de leur part, ce partage. Parce qu'en fait, je crois qu'on était au bon endroit, parce que je me suis retrouvé au bon endroit. Elles ont bien compris que moi, j'y allais pas du tout pour être voyeur ou pour les déshabiller. C'était vraiment pas
vraiment pas ça. Elles se sont données parce qu'elles s'apercevaient que dans ce film, je voulais faire un manifeste contre cette inégalité. Et qu'en plus, je pense qu'on établit une relation de confiance et de bienveillance. Il y a notamment aussi Danette Andou, qui est une femme érythréenne, qui est aussi un des portraits qui est très très fort, qui parle de la condition des femmes en Érythrée. Mais elles se sont faites parce qu'en fait, l'idée c'était vraiment de combattre cette inégalité. Et l'idée c'était vraiment de dire, mais stop quoi, il faut arrêter ça. C'est un très beau documentaire, intemporel, qui non seulement parle de la femme, mais aussi c'est un documentaire culturel en fait, parce qu'on parle d'héritage et de chaque culture, et c'est vraiment très beau. Donc bravo Stéphane pour ce documentaire, et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir, parce il est très poignant, il est très touchant, il est très sincère, et c'est des vrais témoignages, et c'est très bien fait. Quel impact ça a eu, ce documentaire ? Est-ce que tu as eu des retours quand tu l'as sorti ? Est-ce que déjà, c'était en 2005, donc comment il a été diffusé ? Est-ce que vous l'avez Oui, promu ? donc il a été à l'USAS. Donc quand j'ai fait le documentaire, j'ai rencontré un ami justement avec qui je monte encore mon asso, producteur, Julien Sicard, qui avait une production qui s'appelle Nexus Film. Qui m'a suivi dans cette aventure et qui m'a dit faisons quelque chose. Donc j'ai monté ce documentaire et je l'ai envoyé à l'époque au ministère de l'égalité des chances. D'accord. Et ils m'ont donné un peu plus de subventions pour continuer l'aventure, pour le remonter d'ailleurs. Okay. Et du coup c'était monté un petit peu partout dans les ministères, dans tout ça. Okay. Sur la condition des femmes en général. Je me suis retrouvé aussi à le montrer à l'époque aussi à Marseille au cinéma. Donc oui, ça a eu une vie, mais j'ai envie de dire effectivement, comme tu l'as dit, malheureusement c'est encore intemporel, c'est-à-dire que c'est toujours pas gagné ce combat. Dans ce documentaire, j'ai demandé aussi, justement par rapport à mes premiers amours, à chacune des personnes qui témoignaient de danser. Parce qu'effectivement, c'était un long fleuve de paroles. Et moi, j'avais besoin et envie de voir les corps qui bougent, qui donnent un autre message. Et je voulais les voir libres, je voulais les voir... je voulais qu'elles proposent ça, leur corps libéré de tout ça, mais aussi pour enlever cette lourdeur qui est insupportable, parce que c'est très très lourd, parce qu'effectivement, malheureusement... quasiment tout ce qui a été dit, c'est que des conditions insupportables. Donc je voulais qu'elle bouge pour se libérer de cette chose. Ça a une vie continue, puisque encore aujourd'hui, je vois qu'il y a des associations érythréennes qui veulent absolument prendre le témoignage de Ada, que je salue puisqu'elle est en haut maintenant. C'était une personne qui s'est vraiment battue pour la condition des femmes en Érythrée. Et c'est une femme exemplaire, extraordinaire, vraiment. Mais toutes, elles ont été incroyables. Elles ont ouvert cette porte de leur vie, de leur intime, et tout ce qu'elles ont traversé, ce que leurs parents ont traversé, leur mère surtout. Et suite à ça, j'ai eu en fait des subventions pour faire Mer Méditerranée, qui est un documentaire que je t'ai pas passé. Et je me suis posé la question dans 3 pays, donc en Israël, au Maroc et en Italie. Est-ce que finalement ce ne sont pas les mères qui élèvent leurs filles d'une façon inégalitaire ? Je me suis posé vraiment cette question parce que je me suis dit, mais d'où ça peut provenir ? Comment c'est possible encore cette chose-là ? Elles essaient vraiment d'émanciper leurs filles. Et j'ai envie de dire que, heureusement, au XXIe siècle, avec tous les mouvements qui se passent, c'est en train de bouger. On est en train de révéler effectivement cette horreur de l'inégalité, mais que le combat est encore pas gagné. Mais je crois que de toute façon, c'est ce que j'ai envie de dire, et dans mes films, et dans ce que je suis en train de dire, c'est que la lutte, elle est toujours là. On est obligé de rester vigilant, qu'avec cette lutte, et le fait de rester en éveil, on peut éviter beaucoup de choses. Merci Stéphane. Tu as aussi fait de la recherche théâtrale dans la maison des Baumettes à Marseille, et tu as travaillé auprès de détenus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette expérience ?
Oui, une expérience très forte. En 2013, Marseille, c'était la capitale de la culture. Et moi, je faisais partie d'un projet au Beaumet avec 2 compagnies. En fait, il y a une compagnie qui s'appelle Lieux Fictifs qui travaille en prison depuis 30 ans pour amener l'art comme outil d'émancipation. Et surtout, ce qu'ils ont d'extraordinaire, c'est qu'ils permettent aux détenus, en fait, déjà d'être formés en images, en jeu, et avoir des cours de philosophie, etc. Et tous les gens qui sont pris dans le process, ils ont un salaire. Et comme on sait, un salaire, c'est très important, même en prison. Et il y a une compagnie de théâtre qui s'appelle Alzar, dans laquelle donc, je me suis retrouvé. Et l'idée, c'était de travailler sur un texte de Bernard-Marie Coltès, qui s'appelle « La solitude dans les champs de coton », qui a été très connu grâce à Chéreau, qui a monté cette pièce. Donc c'est l'histoire d'un client et d'un dealer qui était vraiment à propos avec des détenus. L'idée, donc, c'était effectivement de s'accaparer ce texte, qui est en fait normalement un texte pour 2 personnes, mais qui est vraiment une espèce de texte complètement métaphysique qui parle des rapports entre les dealers et les clients, et qui était tellement à propos avec des prisonniers. Donc il y a 19 détenus qui ont travaillé sur ce texte, plus 6 personnes de l'extérieur. Moi, je faisais partie des personnes de l'extérieur qui étaient acteurs dans l'histoire. Et l'idée, c'était de faire un film sur 4 écrans, en fait, de 4 mètres sur 7. Et on mettait le spectateur au milieu dans des sièges qui tournent comme ça. Okay. Et il devait aussi sentir l'oppression, finalement. Très immersif. Voilà, immersif, mais aussi qu'on ressente la prison. L'emprisonnement. Ah, c'est fou, voilà. Ouais. Ça a été donné, en fait, ici à la Friche, pendant 1 mois. On s'est retrouvé à défendre ce texte, qui est vraiment magnifique, très très fort. Et là, encore une fois, moi j'adore explorer les milieux. J'aime bien presque de l'anthropologie humaine. Et les détenus, je ne connaissais pas. Et quand on m'a proposé ce projet, j'étais très content parce que je me suis dit, bah tiens, un milieu que je ne connais pas. Et encore, toujours dans cette même optique de « et les invisibles », ceux dont on ne parle pas. Tout d'un coup, on se retrouve face à une expérience dingue. On se retrouve au Beaumet. Déjà, ne serait-ce que passer les portes d'une prison, c'est un truc fou. C'est complètement fou. Totalement oppressant. Et je pense que le film, dans son installation, montre très très bien ça. Où tout d'un coup, tu passes une porte, 2 portes, le portique. Tout est très opaque. Très opaque, très fort. Et à la fois, donc, on se retrouvait avec ces détenus, face à face, complètement mis à nu, eux comme nous. Et en même temps, il y avait comme un espèce de tabou où finalement on n'avait pas à présager ni à juger de ce qu'ils avaient fait. Donc voilà, on se retrouvait face à des humains qui étaient là, emprisonnés. Est-ce que c'est facile de se détacher de ça ? Est-ce que c'était compliqué au début de se détacher du fait que peut-être que ces humains avaient fait des choses et que... Est-ce que ça prend du temps pour se détacher de l'image du criminel et de l'humain ? Au début, justement, j'essayais d'enlever complètement mes a priori. Ouais. Ce qui était plus dur, c'était moi, physiquement, me retrouver en prison. Et après, je me retrouvais face à des humains. Je voulais pas savoir ce qu'ils avaient fait, en fait. Ouais. Je voulais absolument pas savoir parce que je me disais, mais ces criminels, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Où ils sont ? Finalement, je voulais pas savoir. Je voulais me dire, ben voilà, t'es un être humain qui est là, face à toi. Cet être humain, effectivement, il est en prison pour X ou Y raison. Et toi, ta mission, c'est d'intervenir artistiquement auprès d'eux, quoi. Voilà. Sans se poser de questions. Sans se poser de questions. Et c'est à la fin, quand tout a été fait, que j'ai été regarder un petit peu leur passé. Est-ce que ça t'a fait quelque chose de particulier ? C'est vrai que certains, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait, je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas su avant. Est-ce que tu regrettes d'avoir regardé ? Non, puisque le process était terminé et que l'œuvre existait. Donc à partir de là, non, je ne regrette pas. Mais c'est aussi, tu l'as bien souligné, c'est des humains, voilà, qui ont fait des choses et qui sont en prison pour une raison. Mais rien n'est aussi fixé dans le temps, en fait. C'est évolutif. Ils peuvent aussi, malgré
ce qu'ils ont fait et pourquoi ils sont là, se donner d'autres chances d'être quelqu'un de meilleur peut-être, je sais pas. Oui, tout à fait. Alors il y avait quand même un garde-fou dans l'aventure, c'est que il ne devait pas avoir d'assassin. Il y avait ça, et c'est vrai que mon sens moral peut-être était moins alerte. Quoi qu'ils aient fait, ils n'ont tué personne. Donc bon, après les délits et les meurtres, il y en a d'autres sortes. Mais là, j'étais pas là pour juger, en fait. J'étais là pour les rencontrer et aussi, encore une fois, dès qu'on fait un projet de cette ampleur, on est là aussi pour se découvrir dans des situations un peu extrêmes. Ouais. Ouais, ça doit être très fort de changer d'environnement comme ça, surtout pour un artiste qui est libre de penser, de s'exprimer, de voyager, etc. et de te retrouver dans un endroit hyper clos. Ça doit faire une sensation assez bizarre. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'imaginer. En quoi ils ont été impactés, ces détenus, par rapport à ce projet artistique? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce que vous avez eu des retours par rapport à tout cet atelier que vous avez fait avec eux? Oui, donc il y en a plusieurs qui ont fini leur peine. Il y en a un qui est donc projectionniste. Certains ont continué dans les métiers de l'art. Voilà, il y en a un qui est acteur. Puis il y en a un autre que j'ai suivi beaucoup plus longtemps, puisqu'en fait, j'ai été son parrain quand il était encore en liberté provisoire. J'étais son parrain alors qu'il avait sa chevillère là, qui l'oblige à rentrer à l'heure fixe. Et aujourd'hui, lui, il écrit... Il écrit même des romans. Ça lui a donné le goût de l'écriture? Alors, en fait, ça lui a donné le goût des romans. Parce qu'en fait, à l'origine, lui, il est rappeur, en fait. Ah, d'accord. Maintenant, voilà, il anime des ateliers d'écriture. D'accord, ok. Et il a écrit 3 romans. Trop bien. Et parce que là, je vois quand même un point commun avec les gens avec qui tu travailles, que ce soit des détenus ou des personnes âgées dans les EHPAD ou des personnes qui sont éloignées de la culture. C'est des gens peut-être qu'on veut taire, qu'on veut oublier. C'est des gens qu'on veut mettre à l'écart, oui, effectivement. C'est des gens qu'on n'a pas l'habitude d'interroger. C'est des gens qu'on n'a pas envie de voir. Et moi, en tant que personne et en tant qu'artiste, c'est exactement là où je me situe, c'est que je veux rencontrer ces gens qui sont invisibilisés. Je veux rencontrer ces gens parce que je pense que dans la marge et dans ces endroits-là, en fait, on trouve encore plus d'humanité. Et peut-être on est confronté à d'autres visions du monde et ça nous bouscule. Mais il faut être bousculé pour exister. Il faut être bousculé pour changer aussi... nos paradigmes, parce qu'en fait on est chacun dans nos petits conforts, dans nos petites habitudes, et tout d'un coup rencontrer ces gens-là, les rencontrer vraiment au sens propre, c'est aussi être en empathie avec eux, mais c'est aussi se retrouver avec eux et être en eux. C'est magnifique ce que ça apporte, parce que tout d'un coup on se déplace, on n'est plus au même endroit. C'est comme un espèce de voyage intérieur où on se dit bah tiens, ça j'avais pas imaginé, mais finalement là, non seulement ça me touche, mais ça me prend, et encore une fois, ça nous habite complètement. Et j'ai envie, effectivement, de parler pour eux, et de parler avec eux, et ça me plaît, ouais. Merci, Stéphane. Mais oui, non, mais j'ai l'impression que l'art, en tout cas... peut délier beaucoup de choses chez les gens, et encore, je sais pas si c'est encore plus ou moins, mais en tout cas tes actions artistiques auprès de ces gens qui sont éloignés de la culture, ça bouscule un peu leur vie, comme toi ça a bousculé la tienne en allant à leur rencontre. Donc vous vous enrichissez mutuellement sur plein de choses, et c'est peut-être aussi pour moi la raison pour laquelle j'ai envie d'aller à la rencontre des gens, pour aussi connaître leur histoire et pour me bousculer quelque part. Je te rejoins beaucoup sur ça. Est-ce que tu manges des banh mi, Stéphane? Oui, je mange des banh mi. J'adore la cuisine vietnamienne, entre autres. Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le banh mi?
C'est exactement la rencontre entre l'Occident et l'Orient, le banh mi. Ouais. C'est la baguette avec ce côté croquant comme ça. J'adore ces herbes-là, la coriandre, et puis ce qu'on y met dedans, quoi. La viande, les carottes, tout ça. Est-ce qu'il y a un plat asiatique qui te représente bien et que tu veux faire découvrir aux auditeurs et aux auditrices? Ce que j'adore, c'est ce que ma mère appelait la fondue vietnamienne. Ouais. Mais qui aussi se décline en fondue chinoise, fondue thaïlandaise, fondue... Voilà, toutes ces fondues. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, à la base, c'est un espèce de bouillon. Ouais. Dans ce bouillon, en fait, on y met des oignons, on y met... alors, ça dépend des goûts, mais on peut y mettre du saté, de la noix de coco. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu comme la fondue en Occident. C'est quelque chose d'assez convivial qu'on met au milieu, comme ça, de la table. Et chacun y met, en fait, les ingrédients qu'il veut. Donc, c'est souvent, en tout cas celle que j'aime, moi, il y a des fruits de mer qu'on met dedans. Et puis, il y a du steak finement coupé sur le côté, qu'on laisse cuire comme on a envie, finalement. Ouais. En fait, il y a plein d'ingrédients plein. Qu'on peut tremper dans ce bouillon commun et qui sont de la viande, des crevettes, des boulettes de poisson ou des boulettes de bœuf, des légumes, toutes sortes de vermicelles, de nouilles, de riz, de tout ce qu'on veut, quoi, en vrai. Oui. C'est ça. Et c'est très convivial et ça fait vachement plaisir de manger une fondue en hiver, en famille. Oui, tout à fait. Et après, donc, du coup, on trempe nos ingrédients dedans et ensuite on les mange avec une sauce à côté. Enfin, après, chacun mange sa fondue comme il veut. C'est ça. C'est ça. Donc c'est un plat de partage et un peu familial aussi. Est-ce que tu as une dernière découverte asiatique? Film, livre, cinéma, pays qui t'a bousculé, que tu retiens? Ouais. J'ai envie de parler de ce réalisateur. Fleur David Chu, c'est un gars qui est chinois-cambodgien, qui a fait un film qui s'appelle Diamond Island, magnifique, qui se passe à Phnom Penh. Et c'est vraiment la nouvelle vague asiatique et occidentale à la fois. D'accord. Très très beau. Je pense qu'il est très prometteur, ce jeune réalisateur. Il a 37 ans. Ouais. Et j'invite à tout le monde à découvrir ce qu'il fait. Je vais aller découvrir moi aussi. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Quels sont tes projets? Tu as ton projet de travail et de réalisation avec les EHPAD, avec l'EHPAD avec lequel tu travailles, c'est ça? Oui. Et tu es sur un roman, je crois? Exactement. Je suis sur un roman, donc Entre les airs et entre les mers. Donc c'est inspiré complètement de l'histoire de ma famille. Je commence en fait au fin 19e, à l'époque de mes grands-parents, ça parle des colonies, jusqu'à l'arrivée de mes parents ici en France. D'accord. Et je suis en train de développer un long métrage qui s'appelle Sud-Est lointain. Sud-Est lointain, c'est l'histoire de deux jeunes, toujours d'origine vietnamienne, qui vont, lorsque le plus jeune, le frère a 20 ans, se retrouve au Vietnam et vont découvrir le pays de leurs origines. C'est une espèce de récit initiatique sur comment devenir adulte et comment justement se rencontrer et rencontrer l'histoire des racines et comment ça va bousculer de se retrouver en voyage et comment le voyage nous transforme en fait. C'est un peu ton histoire. C'est un petit peu mon histoire, oui, un petit peu. Quel ingrédient sublimerait ta baguette? Et par baguette, tu peux remplacer le mot par la société, le futur, ce que tu veux. L'empathie. Pourquoi l'empathie? Parce qu'accueillir l'autre, c'est quelque chose qui nous permettrait d'évoluer. Stéphane, est-ce que tu as une musique avec laquelle tu voudrais terminer l'épisode? Il y en a plusieurs. Mais celle qui correspond bien à celle où je suis en ce moment, ce serait « Je veux chanter pour ceux » de Michel Berger. Qui sont loin de chez eux? Qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal, qui fait mal. Merci Stéphane pour ce moment.
Merci pour tes mots, pour ta voix aussi, qui est très agréable en retour son dans le casque. et de m'avoir accueilli chez toi, à l'Estac, à Marseille. Et j'espère à bientôt. À bientôt, merci d'avoir fait le voyage. Merci. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pouvez lui donner de la force en vous abonnant à Banmi Podcast, en le partageant autour de vous et en lui mettant des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez des idées pour les invités, si vous avez des commentaires, vous pouvez m'écrire sur la page Instagram banmi.podcast ou sur ma page perso Linda Nguyen. Merci pour votre écoute, pour le partage, les bonnes ondes et à bientôt pour les prochains épisodes. Ils sont tristes à la fête, où qu'ils aillent. Ils sont seuls dans